Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live nocturne dans lequel nous allons parler cuisine, gastronomie niçoise, gastronomie française, et également peinture tous les autres corps de métier que vous maîtrisez. On peut parler politique, on peut parler de tout ce que vous voulez. Je blague bien sûr. On va parler football puisque, si vous êtes là et si vous suivez cette vidéo en direct ou bien en différé, il va pas y avoir de numéro du Club Pancho comme vous avez l'habitude de le suivre. On va faire un peu une thérapie de groupe. Voilà. Je suis votre thérapeute et puis je vais vous dire un peu mon ressenti, qui sera partagé ou pas par certains. Voilà, contre les Rangers, on était sur un cri du cœur. Il va y avoir des similitudes énormes par rapport à ce que je vais dire suite au match des Rangers parce que c'était pas le même match. C'était un peu plus serré, euh, mais les circonstances étaient les mêmes et les constats sont toujours les mêmes. On y a cru, on a eu l'atrocité d'y avoir cru et c'est ça qui est terrible. Salut Nissardeta, salut Chiesa, allo. Je ne m'attendais pas à un live à 7h. Ben moi non plus, en fait. Je me tâtais même à rattraper le match. Donc j'ai rattrapé le match. Oui, parce que pour parler d'un match, encore faut-il le voir. J'aurais très bien pu venir et puis proposer quelque chose en crachant mon venin et ma haine. Mais il y a quand même eu du foot. On a vu, allez, 15-20 minutes en deuxième mi-temps où tu peux te dire que à un cheveu, ça peut basculer en notre faveur, mais encore une fois, trop peu, trop peu. Voilà, une énième défaite pour finalement une 35e position sur cette phase de championnat d'Europa League. Et c'est absolument lunaire ce qui est en train de proposer l'OGC Nice en Coupe d'Europe. Alors, y a-t-il deux OGC Nice? Y a-t-il un OGC Nice de championnat? Y a-t-il un OGC Nice de Coupe d'Europe? Je ne sais pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas en Europe, on est à notre place. Et comme on l'a dit lors du débrief des Rangers, il y a eu ce match contre la Real Sociedad qui, pour moi, au-delà du match nul, est peut-être ton match bascule. Et que si tu le gagnes en fait d'emblée à la maison, eh bien, absent ou pas, la dynamique n'est pas la même. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, l'effet papillon, vous connaissez. 24 tirs, 12 cadrés pour l'Union. Non, mais on va prendre les choses, dans l'ordre parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire. Et Cesaro, à chaque fois, je prends l'accent italien alors que je l'ai pas cet accent italien, mais tu soulignes quelque chose d'important, c'est qu'on a concédé énormément de situations. Euh, et euh, ça a été l'un des problèmes. J'aimerais commencer avant par un point positif. Parce que ça a été l'un des seuls, si ce n'est le seul hier soir, c'est le parquage. Voilà. Le parquage visiteur qui a été une nouvelle fois incroyable. 850 supporters niçois qui sont venus en Belgique une nouvelle fois pour supporter l'OGC Nice, pour montrer que peu importe les résultats, peu importe le comportement, le caractère de l'équipe, peu importe le classement, peu importe l'enjeu, parce qu'ils seront là aussi en Suède, les supporters sont là. Et là, dans une enceinte qui sonnait creux, on a entendu les supporters de l'OGC Nice. Et Nice, c'est eux, peu importe qui porte le maillot aujourd'hui, demain, ou les joueurs qui ont porté ce maillot-là, ces supporters resteront là et resteront ce qu'ils sont, à savoir l'âme et l'identité de ce club, de ce qu'il en reste. Et ça, c'était important de le dire parce que il y a un décalage énorme entre les supporters, ce qu'on a entendu hier soir, et le piètre spectacle proposé par les joueurs. Donc ça, voilà, c'était sans doute la seule chose positive que j'avais notée. Peut-être qu'il viendra d'autres éléments au cours des choses
que j'évoquerai avec vous, mais en tout cas, le parquage, voilà, encore un parquage après Budapest, après Rome, voilà, Saint-Gilles, troisième parquage assez incroyable pour une troisième défaite, c'est assez terrible. Et bien sûr, grosse Bayeta, je l'ai dit sur Twitter et je le dis ici à Anto et Matt, des fidèles de l'émission, des gars que j'apprécie et qui ont vécu cette soirée compliquée. Ouais, mais Nice Ardetta, écoute, ce que tu viens de dire, les joueurs ça passe et trop peu sont marquants. Pour moi, c'est un problème voilà, encore plus profond, mais on va parler du match, je vous propose dans un premier temps, et puis ensuite développer peut-être d'autres propos que j'ai notés. Alors on va parler des performances individuelles, mais on terminera aussi par ça justement. En fait, cette équipe, ce club, voilà, le lien qui nous unit, nous, supporters à ce club-là. Voilà, il y a pas mal de questions qui pour l'instant n'ont pas de réponse. L'état de la pelouse, catastrophique. Voilà, il faut en parler. Ça fait partie des circonstances atténuantes. Malheureusement, une catastrophe. Vraiment, j'ai rarement vu une pelouse comme ça aussi dégueulasse. Même contre Toulouse à la maison, c'était pas aussi moche parce que là, en plus de ça, il y avait de l'humidité, donc ça glissait. Là, à ce niveau-là, c'était honteux. Alors, j'ai pas la prétention de suivre l'Union Saint-Gilloise quotidiennement, mais en tout cas, proposer une pelouse comme ça pour une équipe européenne, honnêtement, c'est pas du standing en fait de ce que doit être la Coupe d'Europe, à savoir des matchs où les éléments autour de la rencontre doivent être au top, hein, l'arbitrage, voilà, l'accompagnement du parquage visiteur, voilà, ça aussi, hein, j'aimerais juste dire deux mots, hein. 850 Niçois en Belgique, il n'y a aucun problème. Par contre, 350 supporters à Nice, c'est ça, hein, le quota, ou alors interdiction de déplacement, bref. À Montpellier, ça pose problème. Voilà, parenthèse refermée. Union Saint-Gilloise, c'est 7ème du championnat de Jupiler League, hein, championnat belge. Mais c'était quand même sur une série voilà, de matchs sans défaite, 9 au total, donc invaincu depuis un mois et demi. Voilà, 9e meilleure attaque du championnat, 2e meilleure défense. Voilà, Sofiane Bouffal, voilà, joueur différent, qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait dans le sens où c'est un joueur qui est pétri de talent et qui est peut-être voilà, dans une phase de sa carrière où ses plus belles années sont derrière lui, mais en tout cas, j'ai apprécié son match et je me suis étonné à le voir dans cette équipe. Alors je savais qu'il y jouait, mais je, je pense que c'est un joueur qui a le standing pour jouer plus haut. Et en tout cas, c'était sympa de le voir, le geste tactique à un moment sur Louché, assez exceptionnel. Les absents, bien sûr, on en a parlé, hein, comme la pelouse, ça fait partie des circonstances atténuantes. Voilà, on va pas citer les absents, hein, encore une fois, Shaw, Boga, Dante, Bar, Abdi, Sanson, voilà, voilà une cascade de blessés, Klose qui était en retour de blessure, qui a joué une demi-heure, voilà, on le sait, c'est très compliqué depuis le début de saison, on n'a pas de chance, on n'a pas de, voilà, ça tourne pas du bon côté. Alors les causes, on les connaît pas. Peut-être surcharge de travail, travail invisible, comme on dit, qui est peut-être pas assez rigoureux de la part de l'équipe. Style S qui est différent de ce que les joueurs connaissent, qui est très énergivore et qui demande beaucoup plus de travail physique et de renouvellement d'efforts. Peut-être que des joueurs qui ne sont pas compatibles aussi à ce système-là. Voilà. Encore une fois, c'est multifactoriel, mais quoi qu'il en soit, ça pénalise cette saison et ça pénalise fondamentalement ce parcours européen qui aujourd'hui, 13 décembre, est terminé, on va pas se le cacher, hein. Mathématiquement, je pense que c'est encore jouable, mais il faudrait un concours de circonstances énorme pour voir déjà Nice se qualifier en barrage, mais surtout voir une victoire, chose qui n'est jamais arrivée sur ces 6 premiers matchs.
Bref, n'y croyons plus, je pense que c'est mieux pour nous. On avait commencé à s'imaginer voilà, ces 3 derniers matchs, trois finales pour l'OGC Nice. Bon, voilà. On joue le maintien en phase de championnat d'Europa League, c'est un nouveau concept. Voilà, peut-être qu'on se dit que l'année prochaine, en jouant le maintien, on y restera, mais non, en fait, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Le match, une première mi-temps catastrophique des deux côtés du terrain. Vraiment une parodie de football. Du déchet technique, en veux-tu, en voilà. Une absence de football, en fait, tout simplement. Voilà, ça piquait les yeux. Je retiens pas grand-chose de cette première mi-temps. Si ce n'est bien que on a eu des approximations défensives qui ont été perpétuelles pendant les 95 minutes de cette rencontre. Voilà. L'Union Saint-Gilloise qui marque, c'est comment déjà leur but, oui, voilà, sur une erreur de placement de Louchet. En fait, je pense qu'il anticipe un peu la récupération. Il est un peu trop haut sur cette situation-là. Il laisse un trou. Ce trou est exploité immédiatement. Boulka qui fait l'arrêt sur sa ligne et sur un second ballon, le buteur marque 1-0. Mais globalement, enfin, je veux dire, il faut être maso pour avoir regardé cette première mi-temps, hein. Très sincèrement, hormis les supporters de l'Union Saint-Gilloise et hormis les supporters niçois, qui a regardé ce match? Vraiment, je pose la question. Qui a regardé ce match tellement que c'était une purgeasse absolue? Il n'y avait rien. Voilà, hein. Quelqu'un de neutre, vraiment, je pense, a dû zapper. Honnêtement, c'est pas du tout vendeur. C'était moche. La pelouse, bien sûr, n'a pas aidé. Mais c'était une catastrophe. Aucune occasion créée en première mi-temps. Oui, j'ai pas de situation, ouais, des frappes contrées, mais rien. En fait, on marque ce but égalisateur un peu au petit bonheur la chance sur une récupération haute, une des seules de cette première mi-temps de Sofiane Diop. On y reviendra, qui est dans la lignée de ces dernières semaines et qui dépose un super ballon à Guessant qui, pour le coup, le mouvement est un mouvement de numéro 9, hein. Ce petit appel au dernier moment, ce petit appui justement qui lui permet de passer devant son défenseur et de terminer d'une manière fine sur ce centre tendu de Diop aussi qui fait une passe décisive parfaite, hein, de manière à ce que Guessant n'ait qu'à effleurer le ballon pour terminer au fond, un partout. On y est, voilà, on part au vestiaire, on va dire, d'une manière assez chanceuse, pas tant le fait qu'on ait souffert, parce qu'on n'a pas souffert en première mi-temps, mais dans l'esprit où en fait on n'a rien montré. On a rien montré. On a envoyé des ballons longs, voilà. On n'a pas joué, on a tenté de jouer au sol, mais c'était trop faible. Il y avait rien, il y avait peu d'intensité. J'ai pas les stats des duels gagnés, mais ça doit être vraiment effrayant. Voilà, un partout à la mi-temps, et tu te dis que finalement, t'es pas si mal quoi au vu du contenu. Et puis là, vraiment, il y a pour moi ce qui pourrait s'apparenter à ces 15-20 minutes qui peuvent te faire basculer le match. Parce que c'est le moment du match où tu es au mieux, où tu joues plus haut, où tu arrives à plus récupérer de ballons, où tu as sans doute ta plus grosse occasion nette avec cette frappe de Isiaga Kamara qui est déviée par le portier belge et qui termine sur la barre. Ça aurait pu tourner à ce moment-là. Voilà. Et puis, suite à ça, et puis étrangement, suite à la vague de changement, 63e, 64e minute de jeu, plus rien. Plus rien. Et toujours, le fil rouge de la rencontre, ça a été vraiment, et c'est inquiétant, hein, mais en même temps, tu te dis que les automatismes n'y sont pas. On y viendra un peu plus tard sur les performances individuelles, mais les automatismes défensifs, et puis les automatismes aussi de dispositif. On a reconduit un peu ce dispositif qu'on avait vu contre Le Havre, ce 4-4 de losange, avec voilà, Boudaoui au cœur de ce milieu de terrain-là, accompagné de Sofiane Diop, d'Isiaga Kamara, Buonanni dans ce rôle de
de numéro 10 un peu en soutien. Et puis Youssoupha Moukoko aligné avec Evan Guessant devant. Derrière, c'était du classique par rapport à ce qu'on avait vu contre Le Havre avec Louché à droite, une charnière Rosario Bombito et à gauche Yael Nandjou. Donc voilà, ces errances défensives vraiment euh, m'ont inquiété et me font poser la question, bon, déjà de l'aspect physique. Hein, on le voit sur certains joueurs, ça commence à tirer. L'aspect aussi compatibilité, hein, certains joueurs au style, parce que ça demande quand même voilà, du courage. Hein, voilà, il faut se faire mal. Hein, c'est le foot. Il faut se faire mal, faut faire des allers-retours, faut y aller franco, faut faire preuve d'une forme de volonté de football total, chose qui a manqué profondément hier soir. Et puis, des errances individuelles. Je suis désolé, hier, il y a Nandjou dans le placement, dans le match. On va pas tirer de conclusion parce que c'était un jeune joueur, mais tu sens que ce joueur-là, ce gars-là, n'a rien à faire à ce moment-là de la saison dans un match à enjeu pour jouer ta survie européenne. Il n'a rien à faire titulaire dans cette rencontre. Voilà, on avait vu des bonnes choses contre les Rangers, on avait vu des bonnes choses contre Lyon, on avait vu des bonnes choses contre le Havre. C'est déjà, je vais pas dire inespéré, mais déjà une très très grande surprise de voir ce jeune joueur-là euh, qui n'est pas censé, qui n'est pas programmé pour être là à ce moment-là, eh bien titulaire. Et puis ton latéral gauche titulaire par défaut parce que tu n'as personne d'autre. Voilà, ben là clairement on a vu que c'était eh bien un enchaînement compliqué pour le joueur, des problèmes de placement, voilà, des duels où il est passé un peu au travers, et puis voilà, des difficultés. Je l'ai trouvé vraiment en souffrance. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, de mon côté, bah, ça m'a fait de la peine de le voir dans cette situation-là, parce que c'est pas comme si on voyait Melvin Barr en difficulté. On se dirait, putain, il fait chier parce que c'est notre latéral gauche titulaire. Mais là, tu peux pas lui en vouloir en fait. Tu peux pas lui en vouloir. Son compère de derrière. Là, par contre, on va ouvrir un dossier par extension qui va être celui du Capitana, le match de Pablo Rosario, messieurs dames. C'est, j'arrive pas à comprendre semaine après semaine. J'aime la mentalité, j'aime le soldat qu'il est. C'est un joueur d'équipe, voilà. C'est un joueur d'équipe, mais qui n'est pas en aucun cas un leader. Voilà. Ça ne peut pas, et pourtant j'y ai cru, hein. J'y ai cru, hein. Ça ne peut pas être ton capitaine. Voilà. Ça ne peut plus être ton capitaine. Le poids du brassard pour ce joueur, depuis qu'il est capitaine, c'est trop lourd pour ses épaules. Il a une responsabilité qui est, je pense, beaucoup trop importante pour le profil et le joueur. On le voit dans les performances. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Peut-être qu'il y a aussi du physique parce que bon, c'est un des rares joueurs à ne pas avoir été blessé depuis le début de saison. C'est un des rares joueurs à pouvoir enchaîner match après match, que ce soit au milieu de terrain ou derrière. Mais force est de constater que hier, c'était mais ultra, ultra délicat. Des fois, il te fait des superbes interventions avec de l'anticipation, du tacle, etc. Tu te dis putain, pas mal. Et puis à côté, il te fait une boulette mais monstrueuse. Des, des approximations de relance, des approximations au niveau des duels, des fois euh, tu le trouves facile sur certaines choses et puis en fait non. Voilà, non. Non, 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 c'était trop trop compliqué hier Pablo Rosario. J'ai beaucoup de mal avec cette charnière Rosario-Bombito qui encore une fois est une charnière par défaut parce que on peut pas mettre le petit Montero derrière. On n'a personne en fait. On a personne donc par défaut on voit un Pablo Rosario en défense avec Bombito et plus je vois semaine après semaine Pablo Rosario et bien dans cette équipe et plus je me dis que finalement j'ai peut-être dans ma vision, dans ma perception des matchs, dans ma perception de l'effectif de l'OGC Nice, surévalué l'importance qu'il pouvait avoir dans l'effectif. Oui, il termine très très bien la saison avec Francesco Farioli. Il profite aussi, on va dire,
de la mise à l'écart et du manque de conditions physiques d'un Youssouf, on va dire que le dispositif tactique aussi lui correspondait bien. Mais là, ça lui demande peut-être un peu trop de gymnastique, hein, de passer voilà, au milieu de terrain. Là, ça fait quelques matchs qu'il est conforté dans l'axe. Mais hier, le match de Rosario, vraiment, euh, voilà, je lui en veux pas personnellement. C'est pas le joueur vraiment parce que tu sens qu'il se bat, mais tu sens qu'il est limité en fait. Tu sens que c'est un joueur qui est limité. Tu sens que c'est un joueur qui a beaucoup trop d'importance, qui a beaucoup trop de minutes dans cette équipe, alors que c'est peut-être un joueur mid, des fois peut-être mid plus, des fois bon, mais mid. Voilà, c'est un joueur médium. Et voilà, c'est peut-être ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des joueurs qui sont mid pour la plupart et qui ne progressent pas. Alors, est-ce que c'est un problème de chez nous ou pas? Ils ne progressent pas chez nous, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils ne permettent pas de s'élever autant individuellement que collectivement. Et pourtant, j'adore le mec, hein, vraiment. Je pense qu'il a une mentalité qui est réprochable dans le vestiaire ou voilà, dans les entraînements, etc. Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Rosario, il est arrivé l'année Galtier, donc l'été 2021. Là, ça fait donc 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, quatrième saison. Voilà. Je pense qu'on a besoin de régénérer un peu ce groupe-là. Et au même titre qu'on parlait voilà, de l'année dernière, de Lotomba, de ces joueurs-là qui arrivaient dans une fin de cycle, d'un autre joueur aussi dont on va parler aussi, parce que lui, je l'ai dans le viseur depuis un certain nombre de semaines, et je compte en reparler ce soir, parce que je commence à en avoir plein le cul de voir ces matchs en me disant que c'est pas possible d'avoir un milieu de terrain de ce niveau-là. Mais bon, passons. On va parler de Moïse Bombito, le compère de derrière, qui lui est dans une période creuse. Clairement, Moïse Bombito, compliqué Moïse. Là aussi, je ne lui en veux pas. Ça enchaîne. Les rencontres. J'ai cru voir une stat sur l'année 2024. Il a joué une cinquantaine de matchs, sélections confondues. Je pense qu'il tire un peu la langue. C'est un gars qui fait les sélections voilà, nationales aussi. Donc il y a aussi tout ce qui est décalage horaire et tout, gestion. Voilà, je ne peux pas lui en vouloir parce que lui aussi, en arrivant chez nous, avec le statut qu'il était censé avoir, il a tellement visé haut rapidement, il a tellement réussi à combler l'absence de JC Todibo qu'aujourd'hui, je ne peux pas, comment dirais-je, euh, lui en vouloir de cette période un peu creuse. Je ne peux pas lui en vouloir, honnêtement. C'est pas possible parce que il a tenu la baraque sur les dernières semaines. Et effectivement, Hugo, je me rappelle, dans une des émissions, disait quelque chose de très juste. Je crois que c'était lui. Non, c'était peut-être Bertigno qui disait que. Oui, c'était Bertigno. C'était contre Lyon qui disait qu'en fait, Bombito, dans un collectif qui joue haut, c'est très fort. Parce qu'il a cette capacité justement de pouvoir compenser, parce qu'il peut justement être capable de jouer haut. Mais lorsqu'il s'agit de souffrir, lorsqu'il s'agit d'être un peu plus, on va dire, en dilettante, c'est un peu plus compliqué. Alors que Todibo Dante l'année dernière, ça pouvait justement absorber, on va dire, des moments où on était un peu dans le doute. Compliqué depuis que Dante n'est pas là et contre coup d'une belle intégration. Ouais, sans doute. L'absence de Dante aussi. L'absence de Dante, les gars. Ça fait mal, hein. Ça fait mal sur le terrain, ça fait mal sportivement, ça fait mal mentalement. Une absence cruelle de leader dans cet effectif, mais j'y reviendrai. Tom Loucher, qui pour moi est accrédité d'une bonne note. Voilà, c'est pas un match exceptionnel, mais des interventions défensives décisives. Un sauvetage encore un sur la ligne. Juste avant, il fait un sauvetage où Bouka doit sortir encore une fois, mais il progresse dans ce rôle de latéral droit. Il est intéressant et profite aussi
eh bien de l'absence de Klose, des absences de Barr et de Abdi. Donc bon voilà, je m'excuse s'il y a des petits lags sur le live. Euh, voilà, match plutôt correct, honnêtement, il s'est bien battu. Il a eu affaire quand même à un vis-à-vis pas dégueulasse, je crois, le petit Nyang, qui a été pas mal, beaucoup dans la percussion, beaucoup plutôt intéressant. Bah, si tu parles de la succession de Dante, je sais pas. Je sais pas. Dans le profil, je sais que on parlait du petit Amidou Doumbouya. Hein, je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast L'équipe sur lui. Voilà, qui a été en tout cas signé à l'OGC Nice dans l'optique de le préparer à cette éventualité-là. Actuellement, bon, on voit bien que c'est trop frêle, c'est trop jeune, c'est trop tendre. Mathiaviti avait été recruté dans ce cadre-là. Aujourd'hui, en fait, au-delà du profil, au-delà du joueur qui est Dante, moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est que peut-être que sportivement, on arrivera à le remplacer, et encore, mais c'est qu'on manque cruellement de bonhomme, quoi. De bonhomme, de leader, de personnalité, de joueurs qui détestent perdre. Voilà, mais j'y reviendrai dans un second temps. Voilà. Donc Louché, voilà, plutôt une bonne note. Boulka, je suis assez mitigé parce que on peut pas lui enlever le fait que il a quand même sauvé la baraque. C'est-à-dire que si Boulka n'est pas là, on en prend 4 de plus. Mais, mais je dois quand même dire que, bah, toujours dans la même lignée des dernières semaines, même depuis le début de saison, absolument pas rassurant dans sa surface de réparation. Pas du tout rassurant dans sa surface de réparation. Peu de sérénité, mais pour le coup, décisif aurait pu justement être ultra décisif, a fait des arrêts qui nous a évité une déculottée. Donc là-dessus, Boulka, bon match hein, malgré tout. Mais il y a des choses, moi, qui m'ont quand même assez énervé, dont une. Le nombre de fois où Boulka récupère un ballon, se précipite sur sa ligne des 18, et là, voilà, rien. Pas de relance rapide à la main, des relances rapides au pied, mais avec le jeu au pied qu'on connaît de Boulka qui est assez approximatif. Alors, est-ce un manque, on va dire, de confiance de Boulka en son jeu à la main? Est-ce un manque de déplacement des joueurs? Est-ce les deux? Sans doute. Mais le nombre de fois où je pense avait la possibilité de créer, on va dire, une transition rapide de par ce schéma-là, eh bien, tu n'as pas réussi à créer ce décalage-là et ces situations offensives qui peuvent être faciles. Voilà. Pour moi, ce genre de transition-là, lorsque tu es en difficulté, lorsque tu n'arrives pas à construire en attaque placée, ça peut justement te permettre de créer des situations. Et on ne les a jamais exploitées. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage. On dirait qu'il a de la glu sur ses pieds, scotché à sa ligne. Moi, honnêtement, je vais vous dire un truc, et ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal de le dire, même si j'ai un peu de mal avec Marcin Boulka par rapport à ce qu'il renvoie depuis le début de saison sur le terrain et même en dehors. Mais honnêtement, vous savez à qui il me fait penser? Kasper Schmeichel. Et encore, Schmeichel était bon sur sa ligne, voire même décisif. Mais quand il ne sortait pas comme ça, souvenez-vous de Schmeichel et de ce qu'on disait. Voilà, donc encore une fois, on va poser les mêmes questions, on va mettre les éléments de contexte pour essayer d'expliquer le fait que Boulka est moins bien, changement tactique, changement de joueur, changement d'approche, prolongation de contrat, patin, coup fin, si vous suivez l'émission, vous savez. Vous savez, et puis si vous suivez l'actualité de l'OGC Nice, et que, voilà, vous jugez, vous allez au-delà même de la performance du joueur, genre il est moins bon, voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Mais bon, factuellement, il faut dire les choses, Boulka, c'est moins bon. Voilà, c'est moins bon et euh, on verra en fin de saison. On verra en fin de saison si l'année dernière c'était pas un joueur qui était en surchauffe ou pas. Voilà, c'est une possibilité. Alors bien sûr, c'est pas ce que je souhaite, naturellement, parce que l'intérêt suprême c'est quand même la performance et c'est quand même le fait de voir Boulka
performant sous notre maillot. Mais Bulka, Benitez, Schmeichel, Cardinal, Lloris ou un autre, moi je veux que mon gardien il soit décisif, il nous rapporte des points et il ait de la personnalité. Bulka a de la personnalité, mais là, cette année, c'est quand même un peu compliqué. On va passer au milieu de terrain. Et là, le milieu de terrain, je suis désolé, mais le milieu de terrain, pour moi, je peux peut-être me tromper, hein, mais la première mi-temps, si elle est autant dégueulasse, c'est que d'une part, le choix était beaucoup trop frileux. On s'est dit pelouse dégueulasse, on ne construit pas. D'accord. Seulement, on a vu que lorsqu'on construisait, notamment pendant les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, ah bah tiens, pof, des décalages, des circuits de passe, tiens, un mouvement, tiens, une situation. Bah, c'est étrange quand même quand on joue au foot, on arrive à se créer des situations et on arrive à faire des mouvements. C'est arrivé peu de fois, mais on a réussi à faire quelques mouvements qui ont accouché en fait d'une situation, voire de plusieurs situations dangereuses. Mais pour moi, là, la première mi-temps, et dans la globalité du match, mais surtout la première mi-temps, c'est le niveau technique du milieu de terrain. J'enlève Sofiane Diop qui, pour moi, sort du lot sur ce match-là, de par l'envie, la détermination, l'intensité qu'il a mis et par rapport au fait qu'il est un cran au-dessus des autres joueurs en ce moment. Mais Isiaga Kamara, alors de la personnalité aussi, mais beaucoup de déchets, hein, on va pas se le cacher, je cours, je long. Là aussi, c'est un peu comme Nanju, on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. C'est un joueur qui a signé son contrat pro récemment, qui a fait les Jeux Olympiques avec la Guinée cet été, mais qui a peu joué, qui est pas censé être là, qui est pas censé être titulaire sur une situation comme ça, de match coup près où tu joues ta survie en Europe. C'est pas possible. C'est juste pas possible, vraiment. Donc là aussi, je ne peux qu'être indulgent envers Isiaga Kamara. Par contre, je ne peux que constater et dénoter la, la pauvreté technique de ce milieu de terrain-là, et notamment incarné par un joueur qui fait partie de ces joueurs-là depuis un certain nombre d'années. Et j'en parle souvent dans l'émission parce que j'en ai ma claque. Et en même temps, tu te dis sur certaines séquences, putain, il fait quand même des choses que d'autres joueurs ne font pas. Mais je n'en peux plus, c'est Hichem Boudaoui. Je peux plus, Hichem Boudaoui. Je, c'est voilà, c'est monsieur 5 sur 10, c'est monsieur je ne dépasse pas ma fonction, je ne sors pas de ma zone de confort, je ne casse pas des lignes par la passe, je ne crée pas une différence, je ne state pas, j'arrive pas à justement prendre le jeu à mon compte. Voilà. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et pourtant, j'y ai cru à ce joueur. J'y ai cru. J'y ai cru vraiment à ce joueur. Et je reconnais qu'il a eu des phases où vraiment, je me suis dit, putain, c'est un joueur différent. Mais là, c'est bon, stop, 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 stop. Et vous savez, quand on se dira, il faudra parler de Hichem Boudaoui lorsque Hichem Boudaoui partira de l'OGC Nice et lorsqu'on le remplacera. Lorsqu'on le remplacera, on jugera. Et suivant comment on le remplacera, on pourra dire si ça a été un joueur, si ça a été un joueur vraiment impactant pour l'OGC Nice depuis ces 5-6 saisons qu'il est dans notre club. Parce que oui, peut-être que ce joueur est prodigieux. Peut-être que ce joueur, une fois parti de l'OGC Nice, aura une grande carrière. J'en doute fortement. Mais peut-être que, à la manière d'autres joueurs qui ont une trajectoire particulière en passant par chez nous, qui ont visé plus haut après ça, eh bien, réussiront finalement à franchir ce cap-là et aller plus haut. J'en doute parce que j'ai l'impression que ce joueur-là, malgré le talent, parce que c'est un joueur qui a du talent et pour jouer à ce niveau-là, il en faut du talent, eh bien, ne se fait pas mal. Voilà, ne se fait pas mal, ne va pas au charbon, est toujours voilà, en dilettante. C'est facile, c'est scolaire et surtout c'est techniquement par moments effroyable de, de déchets, de conduite de balle,
de gestion du tempo, d'orientation du corps, où il faut mettre la balle, dans quel moment. Voilà. Pour moi, si on a vu une première mi-temps autant dégueulasse, c'est parce qu'on a eu un milieu de terrain qui n'était pas aussi impactant et un bloc qui n'était pas assez haut. Là, ce n'est pas du ressort uniquement des milieux de terrain, c'est du ressort du collectif également. Mais vous avez vu ces nombreuses séquences de longs ballons, voilà. On envoyait des cachous sur Guessant et Moukoko. Tenez les mecs, démerdez-vous, allez au charbon et puis faites un miracle. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu un seul blessé, Sanson, bien la preuve qu'il manque de la quantité au milieu. Sans doute, mais disons que parce qu'il y a eu des changements tactiques qui aujourd'hui te, con- te contraignent à, euh, à jouer à 3 milieux de terrain, voire 4 si tu inclus Buonani, mais au début de saison, tu es à 2 milieux de terrain. Donc Boudaoui, Sanson, Dombélé, Camara, tu avais du Rosario à la base, tu as du Youssouf. Enfin, je veux dire, sur le papier, tu vois, t'as de la matière. Après, on peut juger des profils, on peut juger de la qualité, on peut juger tout ça, mais t'as de la matière. Mais je suis d'accord qu'effectivement, sur la construction de l'effectif et sur les possibilités d'adaptabilité, c'est questionnant. Voilà. Mais voilà, peut-être que moi, je trouve qu'il manque euh, un milieu de terrain de qualité supérieure. Voilà. Un peu comme un Ndombele en fait. Mais un Ndombele, bon, joue sous infiltration depuis plusieurs semaines. Donc là aussi, je peux difficilement juger ces matchs. Parce que si je devais les juger vraiment sur les dernières semaines, c'est très inquiétant aussi, Ndombele. Mais s'il ne joue pas à 100%, voilà, c'est comme les jeunes. En fait, tu peux pas juger vraiment fondamentalement les matchs de Ndombele. C'est inquiétant. Et moi, je peux peut-être me tromper, mais Ndombele, va falloir voir les prochaines semaines. Va falloir voir aussi quand il est bon. Dans quel match. Parce que j'ai l'impression que c'est un joueur qui aime la lumière. Donc, qui va être présent dans les grandes affiches. Comme il a été contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Encore une fois, je peux me tromper. Je peux tirer des conclusions actives. Je peux être un peu médisant aussi. Mais voilà, j'ai un peu cette impression-là. Mais qui me déplaît, hein, parce que j'aime le joueur et tout, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est un joueur d'une qualité supérieure, il est là notre joueur de qualité supérieure au milieu de terrain, mais qui pour l'instant en fait a été blessé, voilà, comme bon nombre de joueurs, mais qui voilà, a été visible dans les grands rendez-vous. Voilà, Boudaoui avait l'occasion de passer un palier, il devient un joueur tout juste fiable et ne devrait jamais être titulaire régressé. Ouais, en fait il a régressé. Par moments, tu te dis, putain, il progresse. En fait, pour moi, il, il- il a toujours ses qualités vraiment de marathonien. Voilà, sa marque de fabrique, c'est son endurance, son renouvellement des efforts, sa capacité, je pense, à intercepter, mais peut-être voilà, sa capacité à gagner des duels. Mais par contre, le reste, vraiment, ballon entre les pieds, voilà, capacité à ressortir le ballon, c'est pas trop mal, mais c'est pas gros, enfin c'est pas haut standing quoi. C'est c'est par moi un peu hésitant. Qualité de jeu long, c'est pas dingue. Qualité de passe en fait de manière générale. Est-ce que vous avez le souvenir d'un renversement droite-gauche ou gauche-droite à mi-hauteur, hauteur ras du sol de Hichem Boudaoui en vous disant cette passe, elle te fait gagner des mètres. Cette passe, c'est une passe progressive qui va te permettre d'enclencher quelque chose, de prendre ce temps d'avance sur la défense. Moi, j'ai pas ce souvenir-là. Voilà. Ndombele, je l'ai. Voilà. Parce qu'il a cette intelligence de jeu-là et cette qualité, je pense, supérieure au milieu de terrain qui te permet en fait de miser quelque chose vraiment sur ce joueur-là. Mais bon, voilà. De qui on veut parler. On va continuer dans l'ordre. Badreddine Buonani. J'ai vu beaucoup
de commentaires sur Twitter sur Badreddine Buonanni. Alors, je pense que je vais aller à contre-courant de ce qui se dit sur Buonanni. Je peux difficilement lui en vouloir. Je peux difficilement lui en vouloir. C'est un joueur qui est pétri de qualité. Pétri de qualité. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, à mes yeux, dans l'effectif actuel, dans l'effectif actuel, c'est lui qui a le plus gros potentiel. Vraiment, en qualité pure. C'est un joueur d'instinct. C'est un joueur de football. C'est un joueur qui pue le foot. Voilà. Je lis des choses. euh, J'entends des choses à son sujet. Comme quoi, j'ai l'impression de lire des choses comme si c'était un joueur qui avait déjà une certaine expérience, qui avait comme une réputation un peu de petit branleur, ou qui avait fait ses classes dans une autre équipe et qui venait chez nous en fait pour se relancer, ou qu'on attendait de lui en fait un niveau supérieur. Non mais attendez. On parle de Badreddine Buonanni. Badreddine Buonanni, pour rappel, hein, Soudigar, c'est 3-4 mois à être titulaire dans une équipe qui eh bien, n'avait quasiment plus rien à jouer, si ce n'est à l'époque l'Europe. Donc Buonanni était titulaire dans ce fameux 4-3-3 de si cher à Didier Digard. C'est là où il a eu ses premières expériences, on va dire, professionnelles. D'accord. Donc, je ne vais pas vous refaire l'historique, mais euh, il a 4-5 mois de Didier Digard. Ensuite, il va à Lorient. Sur la deuxième partie de saison, il ne joue pas sous Farioli. Il va à Lorient, dans un contexte absolument dégueulasse, d'une équipe qui descend en Ligue 2. Il prend des minutes, il marque son premier but en Ligue 1, d'accord. Il arrive chez nous. Ez lui fait confiance. Il est titulaire en début de saison alors qu'il ne doit pas être titulaire en début de saison. Il joue parce que Diop est blessé, parce que Boga est blessé, parce que un tel et un tel sont blessés. Voilà, il joue. Il joue beaucoup sur le début de saison. Il n'est pas bon sur le début de saison. C'est vrai. Il n'est pas bon. Mais moi, honnêtement, d'un avis extérieur, je trouve que malgré tout, il est en progression. Pour moi, son match dans ce début de saison où, certes, il ne stade pas, mais il est en progression, c'est le match de Lens, où il arrive à être consistant. Et je pense que Buonanni, le problème, il est là. C'est que il a besoin d'être consistant. Consistant, c'est quoi? Déjà, c'est tenter d'être régulier. Régulier dans la performance et aussi être plus présent défensivement dans la récupération. Et je trouve que, alors, c'est toujours perfectible, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Voilà. Donc, Buonanni, il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser des matchs. Il a marqué la semaine dernière. C'est pas le pire, honnêtement, sur le match d'hier soir. On peut effectivement pointer ses mauvais choix de passe, ses occasions, par moments ses situations ratées. J'ai en tête une situation en fin de match où il joue mal le coup. C'est vrai, tout n'a pas été parfait. Mais on peut pas, encore une fois, pour moi, j'ai l'impression qu'on attend trop de lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on attend beaucoup trop de lui. Chose que bah, j'ai du mal en fait à le juger pareil que certains joueurs en fait. Nommé deux buts, mais on attend beaucoup plus. Ouais, bah après, je pense que bon, la majorité, enfin, je vais pas parler de Twitter comme étant une majorité, mais en tout cas, la tendance qui se dégage, c'est il y a une forte attente autour de lui, qui est, je pense, enfin, qui est expliquée par le fait que c'est un gros talent, un gros potentiel, c'est vrai, mais dosons. Le type, enfin, c'est un 2004. Je le répète, hein, c'est un 2004. Il a combien? 50 matchs en pro. Euh, voilà. Moi, j'ai quand même l'impression que il progresse. C'est pas toujours évident, d'accord. Euh, mais on jugera de la progression totale du joueur en fin de saison
parce que moi, ce qui me plaît, c'est qu'il a la confiance de Hez et c'est le plus important pour un jeune joueur. Voilà. Maintenant, c'est un joueur, voilà, je le dis, d'instinct. C'est un joueur de prise de risque. Donc forcément, à la manière, je vais être beaucoup plus tolérant d'un joueur comme Buonanni qui vont tenter des choses, qui ne vont pas tout le temps réussir, mais qui au moins vont tenter. Et voilà quoi. Donc voilà, s'agissant de Badreddine Buonanni, j'entends ce qui peut être dit à son sujet. On peut ne pas être en accord. Moi, ce que je réclame, c'est du temps, de la patience pour un joueur qui en a besoin et qui, comme d'autres, a été propulsé peut-être à une position qui n'était pas la sienne sur ce début de saison. Et je pense qu'il y a des attentes peut-être qui sont un peu trop disproportionnées, comme j'ai pu le dire précédemment. On va passer à la ligne d'attaque, et là, ça a été quand même très très compliqué, notamment pour Youssoupha Moukoko. Voilà, pas grand chose à dire en fait de sa prestation, tellement il a été transparent, il a été aucunement impactant, en grande difficulté. On sent qu'il y a un manque de confiance qui est énorme. Il n'y a pas d'automatisme, alors qu'on avait vu quand même contre Saint-Etienne un duo avec Guessant qui était prometteur sur le papier, qui avait plutôt bien fonctionné. Maintenant, Moukoko, voilà, ça commence à faire. Euh, on pensait, on espérait un joueur qui apporterait une valeur ajoutée, un joueur différent qui pouvait peut-être débloquer des situations. Voilà, on l'a vu voilà, occuper ce positionnement d'attaquant axe droit, on va dire, et Guessant axe gauche, pour pouvoir repiquer un peu sur son pied gauche. Ça n'a pas du tout fonctionné. Il a même été auteur en début de match d'une perte de balle qui a entraîné une situation pour l'Union Saint-Gilloise. Un match voilà, au cours duquel il a été transparent. Euh, voilà, il est sorti à la 64e minute de jeu. Je n'ai aucun souvenir vraiment d'occasion en me disant, ou de situation, ou de moments en fait où tu te dis ah voilà, voilà ce qu'on attend de ce joueur-là. Donc dans le creux de la vague, pour le joueur qui en plus de ça rencontre des problèmes, ou du moins des rumeurs, des informations sorties dans la presse au sujet de son âge. Voilà, il ne me semble pas que ce soit la première fois que ce soit sorti. Quoi qu'il en soit, ça ne rajoute pas, on va dire, des ondes positives autour du joueur qui n'y arrive pas, tout simplement, sur notre maillot. Ça fait 4 mois que la saison a débuté. Voilà, on a ce match de Saint-Etienne où ça a été un véritable festival offensif, au cours duquel Moukoko fêtait lors de ce match-là sa première titularisation, il me semble. Et puis voilà, entre-temps, il y a eu, non pas des blessures, mais finalement des joueurs qui se sont plus imposés, des absents aussi, et un Moukoko qui est en grande difficulté. Voilà, on avait dit cet été lors de la venue de Moukoko qu'il y avait eu ce choix qui avait été fait par la direction, ce choix qu'il fallait respecter à l'époque, celui de ne pas prendre Neal Maupay au bénéfice de Youssoupha Moukoko. Et bien aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo-là, Neal Maupay a mis donc sur le banc Eli Wahi et est titulaire à l'Olympique de Marseille, actuel deuxième de Ligue 1, voilà, qui fait ses matchs. Alors, j'ai pas la prétention de regarder tous les matchs de l'Olympique de Marseille, mais est performant sur le terrain et connaît aussi la philosophie de Zerbi. Donc, pour le coup, c'était peut-être plus facile. Mais voilà, on peut quand même se poser des questions. Aujourd'hui, un Maupay dans notre effectif. Voilà, on va pas refaire l'histoire encore une fois, mais de toute façon, le mercato est une affaire de choix, une affaire d'opportunité, une affaire de timing. Et on ne peut pas dire que celui de Moukoko soit le plus idéal possible. Voilà, donc on compare forcément à Maupay parce que ça s'est joué dans le même temps, dans la même temporalité. Mais voilà, très compliqué. Evan Guessant, buteur, premier but européen.
Je le trouve en délicatesse physiquement, tire la langue, ça se voit. Et surtout, alors j'avais développé un peu cette réflexion-là lors de la dernière émission, mais c'est le positionnement d'Evan Guessant, moi, qui me pose question dans cette attaque à deux. Je trouve qu'il a beaucoup plus de réflexes, beaucoup plus de force pour justement percuter lorsqu'il est sur la droite. Il joue de son corps en s'amenant le ballon avec son pied droit, ce qui lui permet, eh bien, avec sa force et son corps, de prendre les devants et de passer l'épaule. Voilà. À gauche, pour l'instant, c'est très compliqué. Il n'arrive pas à le faire parce que bah, il n'est pas gaucher naturel. Forcément, il est obligé de jouer avec son extérieur du pied. Donc, vous me suivez, il est sur le côté gauche, il joue extérieur. Donc, forcément, le corps, l'orientation du corps n'étant pas la même puisqu'il va jouer plus intérieur, il ne va pas avoir la possibilité de se servir de son corps, de servir de sa masse, parce que c'est une masse, pour faire des différences. Voilà. Donc, je me pose cette question-là. Je sais que Hez tente et veut une polyvalence eh bien, accrue chez certains joueurs. Ça doit être comme ça. Il cherche la meilleure formule. Mais voilà, contre Lyon, c'était pareil. J'avais pas trop aimé Guessant dans ce rôle-là. Contre Le Havre aussi, il avait joué essentiellement la première mi-temps. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, il était venu un peu plus dans l'axe, axe droit. Et je trouve que vraiment dans cette zone-là, depuis le match de Paris, de toute manière, dans cette zone-là, Guessant, ça reste quand même pour moi l'arme offensive numéro 1 de l'OGC Nice. Et j'ai pas l'impression que ça soit dans les meilleures dispositions. Voilà. Donc je serais curieux un peu d'avoir votre ressenti là-dessus. Parce que voilà, c'est multifactoriel. Voilà, c'est un joueur aussi qui a découvert la sélection, qui fait les déplacements, voilà, qui est fatigué aussi sans doute, mais voilà, moi ça me pose question son positionnement. Ce que je voulais dire aussi globalement, après avoir vu voilà, les performances individuelles, on va pas revenir sur les entrants, Ndombele, bon, qui est pas à 100%, Laborde n'a pas touché un ballon, Klose est rentré à gauche, bon, pour retrouver le rythme, mais bon, on sentait qu'il n'y avait aucune prise de risque de sa part liée au fait que la pelouse était dans un état pitoyable. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus, mais globalement, et c'est ce qui transpire un peu dans ce numéro, c'est que on s'attendait à rien et on est quand même déçu. Voilà. Le GC Nice avait la possibilité de se relancer dans cette campagne européenne et n'a pas réussi à le faire une nouvelle fois, une nouvelle défaite pour eh bien un classement qui aujourd'hui est celui de 35e sur 36. C'est abominable. Et il y a quelque chose qui m'a choqué vraiment pendant le match. On n'en a pas parlé, mais ça m'a quand même interpellé. Suite au but de Guessant, rien, rien. On a récupéré le ballon, Diop a serré les poings et rien en fait. Pas de comment dire, d'énergie collective où tu te dis putain, ils sont pas bons, mais là, on sent que ça peut être vraiment le tournant. Il n'y a pas eu cet effet vraiment dévastateur que peut te procurer en fait un but. On sait que lorsque il y a un but marqué ou un but pris, les 5 minutes qui suivent sont révélatrices. Bon, elles sont arrivées en fin de première mi-temps, donc ça n'a pas permis à Nice de venir en planter un deuxième dans la foulée, mais je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais des chamallows en fait. Voilà, Guessant qui vient récupérer le ballon, aucune émotion, Diop qui serre les poings, mais rien en fait. Rien. On remet le. Non, non, vas-y, on s'encourage. On s'encourage. On va gagner ce match. Si dans les pieds, si dans le jeu, on a du mal, on peut le gagner à la tête. Et ça, l'OGC Nice n'y arrive pas. On n'arrive pas à gagner les matchs dans la tête. On n'arrive pas à gagner les matchs dans le jeu, on y arrive par moment, mais alors dans la tête, le fait de se faire mal, le fait de gagner des matchs au courage, au mental, on n'y arrive pas. Et ce match, si on avait des joueurs qui s'étaient fait peut-être un peu plus mal, ben je pense qu'on l'aurait gagné grâce justement à ces 15-20 minutes en deuxième mi-temps, ces 15-20 premières minutes en deuxième mi-temps où tu as la possibilité de marquer ce deuxième but qui te confère eh bien, la possibilité voilà, de marquer 3 points et de revenir à la hauteur de ton adversaire du soir et de possiblement
croire en une qualification, chose qui n'est pas du tout le cas malheureusement. On a parlé du brassard avec Pablo Rosario. J'aimerais quand même évoquer un sujet également que j'avais évoqué lors de la dernière émission contre Le Havre. Euh, la sortie de Sofiane Diop voilà, en interview d'après-match. Un joueur affecté, un joueur qui dit les termes et un joueur qui a staté encore une fois. On va pas l'oublier non plus, mais qui est dans une période très très positive et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là après toutes les galères qu'il a pu vivre sous notre maillot. Moi, Sofiane Diop, eh bien, à l'heure actuelle, lorsqu'on parle de leader dans notre équipe, il y en a peu malheureusement, mais Sofiane Diop en fait partie. Voilà. Sofiane Diop en fait partie, leader technique comme je le disais, mais surtout leader, comment dire, non pas vocal, mais leader aussi dans le comportement en fait sur le terrain, le fait d'y aller, le fait d'aller au pressing, le fait d'y aller en fait franchement quoi, le fait de vouloir gagner ces matchs-là, cette mentalité qu'il a depuis quelques semaines, voire plusieurs mois, vraiment irréprochable, Sofiane Diop là-dessus. À saluer aussi dans les bonnes notes et surtout j'allais dire dans les éventuels joueurs qui pour moi sont légitimes pour porter le brassard, mais comme Melvin Barr, ce genre de joueurs qui ne l'ont jamais porté, mais qui peuvent, selon moi, l'avoir parce que Pablo Rosario, comme je l'ai dit précédemment, le, le poids du brassard, il est beaucoup trop lourd pour le joueur, malheureusement. Voilà, donc c'est à peu près tout. Ça fait quand même une petite heure en gros sur ce match-là. Mathématiquement, c'est pas encore mort, mais on sait que les deux derniers matchs ne vont plus avoir aucune saveur, plus aucun goût en fait, tout simplement. Il y avait la possibilité de faire quelque chose de grand. On se disait au tirage, oh là là, Real Sociedad, Lazio, c'est lourd. Finalement, tu perds Lazio, tu fais nul contre la Real Sociedad et tu n'es jamais véritablement rentré dans cette campagne européenne. Chose qui est absolument, absolument terrible lorsqu'on compare avec d'autres équipes françaises qui n'ont pas forcément plus de références, mais qui jouent les matchs pour les gagner et qui ne font pas de complexes. Voilà, l'OGC Nice fait des complexes, l'OGC Nice, et puis diffuse une forme d'indifférence totale en fait. Aujourd'hui, Brest fait le parcours que nous faisons en Ligue des Champions, mais ils se font déglinguer par la presse sportive nationale parce que Brest pas au niveau, etc. Bon bref, euh, voilà, c'est horrible. J'ai pas les mots. On n'est pas surpris. Cette qualification, on ne la loupe pas contre l'USG, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une avalanche de matchs ratés, enfin de matchs incomplets, de matchs avec un manque d'intensité, d'envie. On ne peut pas prétendre gagner un match en jouant 15-20 minutes comme on l'a fait jeudi soir. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match-là, ce que vous avez pensé aussi des quelques voilà, points un peu d'analyse. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour le débrief du match contre Montpellier qui aura lieu soit dimanche soir, soit lundi dans la journée. Prenez soin de vous, la Bayeta et Issa Nissa.